Autrefois figure transgressive par excellence, le vampire est de plus en plus victime de sa grande popularité. En effet, il est passé de créatures répugnantes s'apparentant à l'archétype de la goule avec le strigoi des légendes roumaines à un être immortel des plus raffinés malgré l'immondice de son mode de vie avec des personnages comme Dracula ou Lord Ruthven. Depuis le roman de Stoker, j'ai mis aussi The Vampire, le vampire ne cesse de faire partie de la culture populaire et fait l'objet d'innombrables manifestations artistiques. La figure du vampire semble faire partie inhérente du folklore partout à travers le monde, sous différentes formes, là, mais le mythe est quand même présent. Entre autres parce que cet être expose les interdits, faisant du vampire une représentation physique de la transgression bataillenne. Plus récemment, on a assisté à une commodification progressive de cette figure-là, notamment avec une présence de plus en plus importante dans les pratiques artistiques destinées à la jeunesse, qui semble diluer un peu le mythe pour l'adapter à un public moins mature. Ce processus, bien que pouvant être considéré comme légitime sous certains angles, nous pousse à nous interroger sur la nature du vampire tel qu'il est représenté dans la culture contemporaine. Il y a encore aujourd'hui des œuvres qui mettent en scène un vampire à la forme plus classique. J'ai mis un strigoi dans The Strain, là, avec la tentacule qui sort de la bouche pour aller sucer le sang. Mais c'est difficile d'associer au mythe vampirique des créatures comme dans la saga Twilight là, de Stephanie Meyer avec Edward, le bon père de famille, et aussi Anita Blake, Vampire Hunter de Laurel K. Hamilton. Ces vampires-là apparaissent comme des versions atténuées où on a conservé uniquement les aspects intéressants, une sensualité généralement peu choquante et l'immortalité. Le processus de commodification de la figure du vampire est sans doute partiellement explicable par l'influence et la popularité indéniable du roman Interview with the Vampire, paru en 1976, qui a mis le vampire au centre de sa propre histoire, lui conférant une individualité, nuançant l'idée que le vampire est nécessairement un monstre devant être détruit à tout prix. La présentation d'aujourd'hui cherche à analyser la figure du vampire enfant comme porte-étendard d'une transgression vampirique renouvelée dans Entretien avec un vampire d'Anne Rice et aussi Laisse-moi entrer de Jon Ajvide Lindqvist, paru en 2004 en Suède, qui reprend plusieurs aspects du traitement de la figure vampirique amorcé par Rice. Donc c'est un roman qui est séparé dans les années, mais qui est comme une version exacerbée un peu de ce qu'on voyait déjà dans le roman de Rice. Évidemment, les deux romans à l'étude comportent des nombreuses innovations quant à la figure vampirique, notamment en ce qui concerne la question d'identité de genre, mais aujourd'hui, je vais plus me concentrer sur la partie érotisation du corps de l'enfant. Juste un petit résumé des deux. Là. Dans Entretien avec un vampire, Louis, le personnage principal et narrateur, est transformé en vampire par Lestat, un vampire désinvolte et égocentrique. Dès le début de sa vie d'immortel, Louis éprouve de la difficulté à accepter de devoir tuer un être humain à chaque jour pour assurer sa vie immortelle, finalement. Ce sentiment-là, Lestat le juge un peu ridicule. Les deux personnages ont une relation conflictuelle, puis à la suite d'une querelle, Louis mord une enfant, puis Lestat va faire d'elle un vampire. Donc, ils vont devenir le père de cet enfant-là, Claudia. Dans Laisse-moi entrer, Oscar, un adolescent victime d'intimidation à l'école, se lie d'amitié avec Ellie, un vampire ayant l'apparence d'un jeune de son âge, pré-ado, à peu près un peu plus vieux que Claudia quand même. Et Ellie qui vient d'emménager dans son quartier. Ellie est contraint pour assurer sa survie de vivre avec Håkan, un prédateur sexuel pédophile. Il y a aussi eu des adaptations cinématographiques. Celle de Interview with the Vampire est assez connue maintenant avec Kirsten Dunst dans le rôle de Claudia. Puis, il y a eu une version en Suède de L'Autre d'Henriette Komma In, avec l'actrice, c'est Lina Leandersson, et une version américaine avec Chloe Grace Moretz, qui est sortie par après. Le personnage de Dracula de Stoker a cristallisé la figure du vampire canonique dans plusieurs rôles distincts. Comme le souligne Marie Levesque dans son mémoire de maîtrise sur la figure du vampire comme emblème de tradition, Dracula, en plus d'être l'archétype du méchant, du villain, de l'antéchrist dans plusieurs versions, also embodies many aspects which may have been regarded as taboo in the 19th century, such as the repression of sexual desire, the fear of newcomers, and that of little-known diseases. En effet, en ce qui concerne surtout le premier aspect, le désir, ne serait-ce que pour les nombreuses analyses exposant les canines du vampire comme un symbole phallique, de la morsure comme pénétration ou comme viol, ou encore de l'échange de sang
la morsure qui plonge dans une transe associée à l'orgasme, le vampire canonique est facilement associable à l'érotisme. Dans une société comme l'Angleterre victorienne, tous ces rapprochements étaient évidemment regardés dans la sphère publique, là, comme des immondices. Les gens faisaient bien ce qu'ils voulaient chez eux, mais bon. Qui arrive toutefois à notre époque, quand l'aspect sensuel du vampire a eu des... Le vampire qui a eu des centaines, sinon des milliers d'années pour parfaire son art charnel, ça devient un attrait plutôt qu'un interdit. Fait que comment est-ce qu'on deal avec ça maintenant? Si la représentation de l'érotisme a généralement moins tendance à choquer le lecteur contemporain qu'aux époques précédentes, il y a quand même certains interdits qui demeurent assez uniformément dans les cultures. L'un de ceux-là, c'est celui de l'inceste, dont parle notamment Georges Bataille dans son essai « L'érotisme ». Il va dire à ce sujet que « Mais sans que la règle ait jamais été définie, nous ne devons pas en principe nous unir avec ceux qui vivaient au foyer familial au moment où nous sommes nés. » Dans le cas d'Entretien avec un vampire, c'est au moment où Claudia est née en tant que vampire. On sait que biologiquement, sa version humaine n'était pas la fille de Lestat et Louis. Le personnage de Claudia est lié à l'inceste parce que, pour deux raisons. Premièrement, elle a été transformée par Lestat et Louis, puis ces deux personnages-là se sont rapidement institués comme des figures paternelles. On le voit ici, là, elle dit « Je suis la fille de ma maman », puis Lestat lui répond « Non, ma chérie, plus maintenant, tu es notre fille, la fille de Louis et la mienne, tu comprends. » Puis juste pour faire exprès, après ça, il lui demande avec qui elle veut aller dormir ce soir-là, dans quel cercueil. Donc, déjà, il y a des rapprochements qui commencent. Est aussi liée à la figure, à l'interdit de l'inceste parce qu'elle est transformée alors qu'elle n'a que 5 ans, ce qui fait que Louis et Lestat sont des doubles pères parce que contrairement aux adultes qui deviennent des vampires puis qui ont déjà une compréhension du monde qui précède leur deuxième naissance ou leur mort, si on veut, le personnage de Claudia ne connaît pas grand-chose du monde extérieur en général. Elle dépend doublement de ses figures parentales. Ça lui nuit considérablement à se construire une identité qui lui est propre, parce que contrairement au vampire adulte, elle ne peut pas se rappeler d'un moment où elle a déjà été humaine. Elle est fondamentalement autre, non seulement par sa nature vampirique, mais aussi à cause de son éducation très lacunaire, qui fait d'elle un monstre parmi les monstres. C'est Louis qui raconte ça. Il dit... j'ai enlevé ça, non? Ça veut pas, OK. Elle me faisait ressentir le gouffre qui nous séparait. Dans les premières années de notre vie commune, je l'avais crue semblable à Lestat, imprégnée du même instinct de tuer, bien qu'elle partageait mes goûts dans les autres domaines. À présent, je savais qu'elle était encore moins humaine que nous deux, moins humaine que nous n'aurions jamais imaginé pouvoir l'être. C'est ça. Claudia entretient avec Lestat et Louis une relation complexe causée entre autres par leur isolement. En effet, pendant les 2 premières décennies de leur vie familiale, le trio rencontre aucun de ses semblables. Donc, ils sont seulement les 3 ensemble. La recherche des semblables, c'est quelque chose qui va beaucoup obséder Claudia, qui est toujours à la recherche de nouveaux référents culturels et identitaires. L'isolement peut être vu comme une des causes des rapprochements amoureux entre Claudia et Louis, puisque leur nature de vampire fait d'eux des êtres sensuels, on l'a déjà vu, et ça, dès le départ, même dans le cas de la petite Claudia. Ça, c'est dès le début... quand ils viennent la transformer, là. Sa voix n'avait d'égal que sa beauté, aussi cristalline qu'une cloche d'argent, une voix sensuelle. L'enfant elle-même était sensuelle. Donc, dès sa transformation, on érotise déjà sa personne. Dépourvus de semblables avec qui assouvir leurs désirs, il peut sembler plus compréhensible de voir un certain amour se développer grâce à la complicité entre Louis et Claudia, malgré les différents rôles qu'ils occupent au sein de leur relation. Ce qui dérange le plus avec leur relation, c'est qu'elle ne progresse pas de manière linéaire et les rôles sont plutôt interchangeables. Donc, on ne part pas d'un stade pour en atteindre un autre. On oscille tout le temps entre le spectre du père et de l'enfant et de l'amant et de l'amante. Il y a une petite scène entre Louis et Claudia. Elle était vivante, elle passait ses bras autour de mon cou, pressait son petit arc de Cupidon contre mes lèvres et approchait son œil brillant du mien jusqu'à ce que nos cils se touchent et que, éclatant de rire, nous nous mettions à tournoyer dans la pièce comme emportés par une valse effrénée. Père et fille, amante et amante. La question de l'inceste est également présente dans « Laisse-moi entrer », mais sous d'autres aspects. Ellie n'a pas été transformée en vampire par Håkan, le personnage qui lui sert de façade paternelle dans le récit. Håkan, c'est un humain. Cependant, l'entente que les deux personnages ont ensemble est de la violence sexuelle, principalement parce que Håkan est un pédophile.
Alors que dans l'entretien, le lecteur était confronté à une relation particulière qui démontrait qui insistait vraiment sur la maturité du personnage de Claudia. L'intérêt que Håkan porte à Ellie réside principalement dans son apparente jeunesse éternelle. Ellie, qui ne peut subvenir à ses propres besoins, non seulement en termes de chasse, parce qu'il est souvent trop faible pour s'en prendre à des personnes plus grandes que lui, même si lui est un vampire, mais également en termes d'apparence. Il ne peut pas louer un appartement par lui-même, il y a des questions identitaires aussi, il essaie de passer inaperçu, puis si un enfant qui vit tout seul, ça soulève les questions, là, naturellement. Pour Håkan, il s'agit d'une situation en apparence avantageuse parce qu'il peut jouir d'un corps d'un enfant sans ressentir de culpabilité, du moins au début. C'était ce qu'il pouvait imaginer de mieux, le corps jeune et beau qui apportait de la beauté dans sa vie, en même temps qu'il se trouvait dégagé de toute responsabilité. Ce n'était pas lui qui décidait et il n'avait pas à se sentir coupable de ses désirs. L'objet de son amour était plus âgé que lui, pas un enfant, du moins l'avait-il cru. Ainsi, Håkan est prêt à subvenir aux besoins meurtriers de son amour en échange de faveurs sexuelles. C'est correct. Toutefois, la relation incestueuse entre Håkan et Ellie comporte des similitudes comme avec celle entre Louis et Claudia, parce que comme dans leur cas, leurs rôles sont interchangeables. Bien que Håkan soit la figure paternelle de service et qu'Ellie joue le rôle de l'enfant, le contrôle dont le vampire fait preuve sur l'existence de Håkan est dérangeant. C'est Ellie qui fournit l'argent au ménage et qui prend toutes les décisions. C'est Ellie qui, conscient de la pédophilie de son partenaire, joue avec lui et fait preuve d'autorité pour obtenir ce qu'il désire, peu importe à quel point l'autre peut en souffrir. C'est aussi Ellie qui exorcise Håkan des autres démons qui dominaient son existence, comme l'alcoolisme, ceux qui ne sont pas utiles à sa propre survie à lui. Tu vas arrêter de boire à présent, tu vas être avec moi, tu vas m'aider, j'ai besoin de toi et je vais t'aider. Håkan, avait cessé de boire et était entré au service d'Ellie. Ellie lui avait donné de l'argent pour acheter des vêtements et louer un autre appartement. Il avait tout fait sans se demander si Ellie représentait le bien ou le mal ou quoi que ce soit d'autre. Ellie était la beauté et lui avait rendu sa dignité et à de rares moments de la tendresse. Ainsi, d'une certaine manière, Ellie et Håkan s'échangent le rôle du parrain et de l'enfant, s'échangeant successivement la responsabilité dans cette relation qui, si elle semble d'abord présenter des avantages pour les deux parties, est plutôt une source de destruction. Dans ce contexte, Håkan devient lui aussi une victime, un dommage collatéral de l'existence particulière d'Ellie. En effet, comme Håkan doit commettre des meurtres pour recueillir le sang dont Ellie a besoin pour survivre, il reste un monstre, chose qu'il essayait d'éviter au départ. Lui qui pensait que, vivant avec un enfant vampire, pouvoir profiter du corps d'un enfant sans les conséquences qui y sont associées, devient dépendant d'Ellie et accumule les transgressions sans pouvoir en jouir réellement. Que ce soit avec la relation amoureuse naissante entre Claudia et Louis ou encore la violence sexuelle entre Håkan et Ellie, la question de l'interdit de l'inceste, si on parvient à la mettre de côté pour un instant, soulève celle d'un autre interdit, d'un autre tabou de notre époque, celui de la pédophilie. On en a déjà un petit peu parlé au début. Bien que les rapprochements dans la relation liant Louis et Claudia ne soient pas ouvertement de nature sexuelle dans le roman, le cas de Laisse-moi entrer est définitivement plus explicite à ce sujet à cause de la nature de l'entente entre les deux personnages. Bien qu'Ellie ne soit plus à proprement parler un enfant, celui-ci ayant été transformé en vampire il y a plusieurs siècles, le désir d'Håkan pour Ellie et la nécessité de tuer d'autres êtres humains pour assouvir ses désirs sexuels devient à la fois la raison de leur relation, mais il faut aussi considérer que c'est une des seules manières de survivre pour Ellie, qui est plus souvent trop faible pour chasser par lui-même. C'est pourquoi, malgré l'autorité dont fait preuve Ellie face à Håkan pour gérer leur vie commune, il reste en réalité la figure dépendante de l'autre, la victime ultime de cette relation-là. Une autre différence subsiste entre les deux romans en ce qui concerne l'effet de l'immortalité du corps en comparaison avec le développement de l'esprit. J'ai déjà mentionné auparavant que le personnage de Claudia avait gagné en maturité dans ses années passées avec Louis et Lestat, environ 60 ans, faisant preuve d'un esprit d'analyse hors du commun, d'une forte curiosité intellectuelle et d'un esprit d'indépendance. Sa démarche vive et altière n'était pas celle d'une fillette, et souvent elle entrait dans les boutiques devant moi pour désigner d'un doigt autoritaire le parfum ou les gants qu'elle réglait ensuite elle-même. Je n'étais jamais bien loin, me sentais toujours mal à l'aise, c'était elle que je craignais. Donc on imagine facilement comment, en tant que vendeur, voir un enfant de 5 ans entrer puis sortir son porte-monnaie puis acheter un parfum, ça peut sembler étrange, là. Le passage du temps n'a pas toutefois cet effet sur Ellie qui,
Si la vie qu'il a été obligé de mener pour survivre a certainement fait développer des compétences semblables à celles de Claudia, il a conservé une part d'enfance teintée de la légèreté et de la naïveté propre à cet âge, qui sont exacerbées par sa récente amitié avec Oscar, qui est son premier ami depuis sa transformation. L'amitié d'Ellie pour Oscar est une source de tension entre l'enfant vampire et Håkan, qui éprouve de la jalousie pour le naturel de la relation entre Ellie et son ami, puisqu'il est lui-même incapable de subvenir aux besoins d'Ellie en matière de jeu et de plaisir, ce qui le fait sentir impuissant. Mais depuis que tout ceci avait commencé avec Oscar, quelque chose s'était produit, une régression. Ellie avait commencé à se comporter de plus en plus comme l'enfant auquel son apparence faisait référence, avait commencé à mouvoir son corps d'une manière moins consciente, à employer des expressions et des mots enfantins, voulait jouer. L'âge d'Ellie semble malléable. Cette relation qui autrefois était un avantage pour Håkan, une source de réconfort et de déculpabilisation, devient une source de jalousie, une raison de plus pour détester cet être que Håkan s'entête à objectifier, dont il refuse d'admettre les besoins et auxquels il refuse d'accorder du respect. Plus Ellie se présente comme un être vivant ayant une individualité et des besoins, plus Håkan cherche à le chosifier. D'une certaine manière, le prédateur était capable d'accepter la nature monstrueuse ou surnaturelle d'Ellie, mais est incapable d'accepter la part humaine qui demeure en lui. Outre les rapprochements de nature de violence sexuelle, les vampires enfants soulèvent également des questions du côté de ce qu'on pourrait appeler l'éthique vampirique. Conservant leur immortalité d'une part avec leur nature enfantine, il est raisonnable de se demander quelle place accorder au consentement dans les rapports liant les enfants vampires aux autres vampires ou aux autres humains. J'ai préalablement parlé de la morsure vampirique comme métaphore de la pénétration sexuelle, les crocs étant associés au phallus. Dans beaucoup d'études concernant les vampires, notamment celle de Marie Levesque citée plus tôt, la transformation vampirique, où le maître vampire crée un vampire nouveau-né, est elle aussi associée au viol, puisque dans la plupart des cas, cette transformation se fait sans l'accord de la victime. Plus spécifiquement, il serait aussi possible de penser que, puisque l'humain peut vraisemblablement pas comprendre ce que ça signifie de vivre, d'être immortel finalement, ce que signifie l'existence vampirique, même dans la mesure où il donnerait son accord à cette transformation-là, comme c'est le cas de Louis avec Lestat, par exemple, le consentement serait considéré comme invalide. Dans Entretien avec un vampire, peu de lois semblent exister dans les regroupements de vampires, outre le meurtre d'un de leurs semblables. Toutefois, comme le souligne Armand, un vampire que Louis et Claudia rencontrent à Paris, faire d'une personne trop jeune un vampire est également tabou dans les pratiques vampiriques. Armand va dire « Je ne ferai pas un vampire de ce garçon qui m'est si précieux, même s'il courait un grave danger, car il est trop jeune, trop faible, il a à peine pu goûter à la vie humaine. Et vous arrivez accompagné de cet enfant. Quel genre de vampire l'a créé, se demande-t-il. Est-ce vous? » La transformation de Claudia est donc la transgression de deux interdits. Premièrement, puisque la transformation vampirique est par essence un viol, mais également parce qu'elle n'était qu'une enfant. De plus, la transformation hâtive de Claudia fait d'elle un vampire plus faible que les vampires adultes, notamment en faisant d'elle un vampire infertile, incapable de transformer d'autres humains en vampires. Parce que dans l'univers de Rice, il faut que la victime soit mordue, vidée de son sang, et ensuite que le vampire donne à boire son propre sang à lui, à sa victime. Donc, il n'y a pas assez de litres dans Claudia pour faire d'un humain un vampire complètement. C'est la théorie. Le cas d'Ellie est lui aussi particulier, puisque sa transformation, dont les détails restent toutefois assez flous, a eu lieu peu après ce que le lecteur peut supposer être un long épisode de torture et d'agression sexuelle perpétré par un vampire noble de la Suède féodale. Cette torture se termine par le retrait des organes génitaux du petit Ellie. Le sang s'écoulant de la blessure est recueilli afin que le vampire s'en abreuve. Toutefois, comme la transformation vampirique de l'univers de Lindqvist a lieu à chaque fois qu'une personne est mordue, un peu à la Buffy contre les vampires, là, on est mordu, on devient un vampire, c'est sûr. On est en mesure de supposer qu'après cet épisode-là, ces viols répétés, Ellie a lui aussi été mordu par le vampire en question. Il a été donc violé de plusieurs façons et sa conception, sa transformation transgresse de nombreux interdits. Les personnages de vampires enfants sont les témoins d'une tradition changeante dans la littérature présentant les personnages de vampires. Grâce à ceci, le lecteur contemporain est confronté à des épisodes de transgression interdits qui sont toujours d'actualité et son expérience de lecture peut ainsi s'approcher de celle que les lecteurs d'œuvres classiques comme Dracula ou Carmilla pouvaient eux aussi ressentir comme la répulsion et l'horreur. Toutefois, les œuvres présentant ces enfants vampires, telles que les deux présentées aujourd'hui, comportent également une part qui renouvelle ce genre de littérature, puisqu'elles correspondent aussi à ce qui se fait de manière plus fréquente en ce qui concerne les vampires d'aujourd'hui.
En effet, des romans comme Entretien avec un vampire et Laisse-moi entrer exposent les différents problèmes des enfants vampires et font d'eux non seulement des monstres unidimensionnels, style Dracula, devant être détruits, mais aussi des êtres qui ont une existence complexe, difficile et qui soulèvent plusieurs questions éthiques. D'une certaine manière, ils développent, grâce à l'horreur de leur situation et aux interdits dont ils sont les témoins, un certain sentiment de compassion chez le lecteur, puisque bien qu'ils soient de nature monstrueuse, qu'ils soient des prédateurs, leur apparence et leur situation font d'eux des victimes, quoi qu'il arrive. Les vampires enfants, peut-être davantage encore que leurs homologues adultes, ne devraient pas exister, n'auraient jamais dû être faits, sont à la fois surnaturels et contre nature. En ce sens, la transgression renouvelée réside à la fois dans leur présence, mais aussi dans leur destruction, parce que le fait de détruire un enfant vampire correspond davantage au meurtre que la destruction d'un vampire adulte, en pleine capacité de ses pouvoirs. Le fait d'avoir été transformés en étant encore des enfants confère aux deux personnages qu'on a vus aujourd'hui un instinct de survie très fort qui leur cause cependant encore davantage de souffrance. C'est à la fois un mécanisme de défense et une malédiction. J'ai souligné une couple d'extraits. Ça, c'est une réflexion qu'Élie se fait. C'était peut-être parce qu'il était un enfant, c'était peut-être pour cela qu'il n'avait pas mis fin. Ses remords n'étaient pas aussi puissants que sa volonté de vivre. Donc, les enfants se considèrent à la base comme immortels jusqu'à temps que quelqu'un meure dans leur entourage et qu'on leur explique que c'est ce qui se passe à la fin de la vie, finalement. Donc, en étant transformés déjà, en étant jeune, il y avait déjà cette préconception-là. Puis, en devenant vampire, ben ça devient vrai. Puis ça, c'est une scène qui se passe quand Ellie dort, puis on a une scène à la Dracula, là, style cercueil, puis quelqu'un qui vient pour planter le pieu dans le cœur. Puis cette personne-là tombe sur Ellie, puis se met à réfléchir en disant « Il le pouvait, non, tuer un enfant endormi, il ne pouvait tout simplement pas. Pourtant, puis là, il y a une réalisation, c'est comme ça qu'il est parvenu à survivre. Ça, pas un enfant, ça. Mais c'est très difficile pour le personnage de faire fi du corps de l'enfant puis de le voir uniquement comme un monstre. » Puis finalement, dans le cas d'Entretien, Claudia qui dit « Oui, j'aurais ressemblé à ça, j'aurais pu savoir ce que c'est que de marcher à tes côtés, monstre, m'avoir donné l'immortalité sous cette forme qui me laisse sans espoir, dans cette silhouette absurde. » Voilà. Merci beaucoup.